5 visages, 5 profils, 5 memojis et au centre du visuel de la keynote du 6 juin, une jeune femme avec des lunettes. Ça doit être un hasard, me direz-vous? Pas si sûr. La WWDC 2022, c'est pour dans 11 jours et on va vous dire tout ce qu'on sait. Apple augmente les salaires de 10% et commence à céder à la menace syndicale sur fond de report du retour à 3 jours de présentiel par semaine, alors que Deirdre O'Brien, la vice-présidente chargée des Apple Store, est en difficulté. C'est l'une des infos de la semaine. Une partie au moins de la gamme iPhone 14 aurait pris 3 semaines de retard à cause des confinements en Chine. Entre décalage possible de la keynote de rentrée et dispo en plus faible quantité au lancement, la rumeur se régale. Encore des mises à jour système à installer, des .1. Une semaine après les nouvelles versions intermédiaires, on verra que tous vos appareils ne sont pas concernés. Le dîner d'Eli va nous faire voyager jusqu'à Tokyo, en réalité augmentée dans Plan. Et puis le tuto audio, je vais vous guider pour paramétrer le mode SOS sur votre iPhone. Il a déjà sauvé au moins 2 personnes, un homme tombé dans une crevasse et une femme qui était menacée de viol. C'est la 92e fois que j'ai le bonheur, le plaisir de vous dire bonjour et bienvenue à vous toutes et tous qui êtes au rendez-vous chaque semaine d'iWeek. La semaine Apple, c'est une belle fin de journée en ce début de pont de l'Ascension. J'espère que vous en profitez pour vous reposer, pour vous amuser et pour profiter de ceux que vous aimez. C'est ton cas, Eli, en tout cas, salut. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous à nouveau. Eh ben nous aussi, on est très très contents de te retrouver, d'autant que tu es redescendu de ton F16. Et oui, et pour te dire la vérité, c'était même un F18. Parce que c'est le F16, un moteur, F18, 2 moteurs. Bon, ça va Tom? Bah écoute, Tom. Il va bien. Il va bien, masque. Il t'embrasse. Enlève ton masque en latex. Bon, Eli Abitbol, le vrai, le cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence, c'est toi. Tu es aussi le président en France des Apple Premium Resellers. C'est un bonheur de te retrouver pour ce nouveau numéro d'iWeek, la semaine Apple. Tout comme toi, Fabrice Neumann, on reste dans le sud, hein, mais plus côté sud-ouest. Et toi, t'as passé le mur du son cette semaine ? Pas encore. J'ai bien hâte d'aller voir le film dont nous parlons sans dire le nom. Mais non, j'ai très envie. J'ai noté que pour une fois, Tom Cruise avait reçu une récompense, une palme d'or d'honneur. J'ai trouvé que c'était un événement aussi parce que cet acteur-producteur star de tous les temps n'avait encore jamais reçu quoi que ce soit en termes de récompense officielle. Alors, c'est quand même incroyable, mais c'est voilà. Donc ça a été fait à Cannes. Moi je dis bravo. Bon, tu es un peu le Top Gun de la DSI externalisée. Ah oui, exactement. On peut dire ça. Sans masque. Sans masque, voilà. Bon, mentor en technologie, on rappelle ton site, Fabrice. pro-fusion-conseil pluriel.fr. Et puis tu es aussi sur Twitter @Fabrice Neumann. Tant que vous y êtes, followez-nous aussi, hein, nous iWeek @iWeekNews. On signe désormais à plusieurs sur le compte Twitter. Vous faites partie des signataires, hein, Fabrice, Eli. Je pense aussi à François Le Truedic et à Gilles Dounès qu'on embrasse. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça va faire plus de tweets et plus d'activités. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne me suis pas encore lancé. Fabrice a été précurseur, mais je vais le faire, promis. Voilà, donc, oui, c'est chouette et on va rappeler à tout le monde que du coup, ils peuvent repérer les tweets avec nos initiales. À la fin. Que nous écrirons donc en lettres capitales, n'est-ce pas, mon cher capitaine? Voilà, tout le monde pareil, comme ça on s'y reconnaîtra, quoi. Voilà. Exactement. Bon, J-11, avant la keynote désormais confirmée officiellement de la WWDC 2022. Je dis les 2 W pour faire plaisir à Fabrice qui tient. Moi, je sucre souvent l'un des deux. On a tellement hâte et on croit, en tout cas moi je crois, à ce One More Thing qui mettrait quand même un petit peu de rêve dans ce début d'année bien sombre. La Dub, on fait le point sur cette conférence mondiale des développeurs Apple qui arrive dans quelques jours, ce sera dans quelques minutes. Mais tout d'abord, et dans un instant, l'événement de la semaine prochaine, en l'occurrence, il sera chez nous.
Mardi, nous serons le 31 mai et c'est le jour que nous avons choisi pour une grande nouvelle qu'on vous a annoncée lundi dans High Five, notre podcast quotidien dédié à l'actu Apple. C'est le petit frère indissociable et complémentaire d'iWeek. Allez, je vais vous laisser nous donner cette nouvelle, nous la rappeler plutôt, parce que moi j'ai fait le boulot lundi. Élie, qu'est-ce qui se passe mardi 31 mai pour High Five ? C'est un événement cosmique, car figurez-vous, est-ce que j'ai le droit de le dire ? Je ne sais pas, est-ce qu'on a tout dit ? Là, j'ai le droit. Tu as tout le droit de tout dire. Eh bien, High Five change de nom et change même de statut. Tadam ! On se croirait au cinéma. Fabrice. Bah oui. Et donc, ça devient la quotidienne iWeek. Et ça devient gratuit plutôt qu'un podcast sur abonnement payant. Voilà, et donc je crois qu'on est tous très contents de ça. On s'est lancé sur la bonne idée de Benjamin dans l'abonnement suite aux annonces d'Apple qui permettaient justement de lancer des abonnements payants pour les podcasts. Et puis l'idée est bonne puisque du coup on a produit tous ces épisodes ensemble, on s'amuse 220. Bien, on voit bien. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas rien. Ah ouais. Et il y a un vrai atout. Il y a de quoi faire tous les jours. Il y a pour les gens comme nous et pour nos auditeurs, il y a de quoi faire. Et mais il faut bien avouer qu'il y a une certaine limite à faire l'abonnement payant que ce soit dans le cadre de l'application podcast d'Apple ou même maintenant sur Spotify, c'est un frein à l'entrée comme on dit, finalement c'est un peu dommage. Voilà, donc il y a d'autres choses qui vont venir, mais on est très content, on a très envie de faire profiter le plus de monde possible de ce beau rendez-vous quotidien. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que on avait mis un peu dans le mille avec ce format, ce rendez-vous quotidien, alors que même iWeek, la semaine Apple, est un format hebdo, comme il en existe d'autres d'ailleurs en podcast. Et donc on a eu le sentiment d'avoir trouvé un truc, et c'était dommage de ne pas en faire profiter tout le monde sur un autre modèle, et on va dire les choses clairement aussi. Le modèle du payant est pas encore vraiment entré dans les habitudes. Je pense que le climat ambiant ne favorise pas non plus ce type de réflexe. Les temps sont durs, l'inflation est de retour, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc on s'est dit que c'était dommage finalement de produire toute cette info et de ne pas en faire profiter le plus grand nombre. Donc ça veut dire un changement de modèle. On va s'ouvrir aussi au sponsoring, évidemment. Mais on y croit tous beaucoup. Oui, parce que c'est un format qui vraiment nous plaît. On l'a adopté et on a envie que tout le monde puisse nous écouter quelques minutes par jour, parce que ça va être toujours, on dit 5 minutes, mais c'est entre 5 et 10, suivant les moments. Il y a toujours des choses sympas à raconter. Vous verrez, c'est très facile à écouter. Et puis, on compte beaucoup sur vous pour que vous le partagiez, pour que cette information aille à un maximum de monde, parce que ça peut marcher à partir du moment où vous êtes très très nombreux à nous écouter, et c'est très important pour nous. Alors ça fait mine de rien 1100 news depuis l'été dernier qu'on a partagé et qu'on a décrypté, parce que c'est l'idée, à chaque fois c'est je donne l'info et vous apportez votre regard, votre expertise, votre valeur à ajouter, du recul aussi, même si on est sur du hot news. L'idée c'est vraiment de faire le sommaire juste avant qu'on enregistre, donc les infos sont en général ultra chaudes et récentes, Fabrice. Oui, alors c'est vraiment tout ce qui fait le sel, y compris pour nous, parce que c'est vraiment de la réaction. On essaie de faire ça vite et bien. Pour une petite correction, alors dans l'équipe, tu présentes l'info et on la commente, sauf une fois.
où on a fait l'inverse. C'est vrai. et tu as commenté c'était les la infos 100e. et c'était très bien aussi. Et donc, faudra qu'on le refasse parce qu'il n'y a pas de raison que tu n'aies pas des trucs à dire aussi. Non, mais j'en ai, mais surtout, c'est une habitude qu'on a prise les uns les autres, donc on est très bien dans nos rôles, je trouve. Alors l'idée, c'est que donc i5 cède la place à la quotidienne iWeek mardi prochain, donc on sera le 31 mai. Et la veille, donc le lundi 30, on vous propose de venir sur Twitter et de participer avec nous à un chat audio live, un Twitter Space sur Twitter. Le lien, vous le trouverez en allant sur le compte @iWeekNews 10 minutes, 15 minutes avant 18h lundi. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse discuter avec vous de cette évolution, que vous nous donniez votre sentiment, votre retour. On aimerait savoir si l'idée vous plaît, si vous étiez déjà abonné ou pas, est-ce que vous allez le devenir, sachant que sur du gratuit, il n'y a plus aucun frein a priori pour que vous soyez à l'écoute tous les jours. Et puis on sera aussi lundi à pile une semaine de la keynote de la WWDC. Et donc on imagine aussi que vous aurez envie d'en parler et qu'on échange sur ce qui pourrait arriver le 6 juin. Donc ça va faire une session live avec vous dont je me réjouis d'avance, n'est-ce pas Fabrice ? Ouais, non, ça va être très chouette. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait de conversation avec les auditeurs et oui, c'est toujours un moment de partage qui est chouette. Et puis on est à l'écoute aussi des suggestions. On espère que ce changement va vous plaire. Peut-être même que dans les auditeurs, on a des gens qui voudraient faire sponsor. Quelle bonne idée ce serait. Et donc, ils pourront nous contacter aussi. Et puis voilà. Et puis peut-être aussi, du coup, pour l'anecdote, enfin pour le sourire, du coup, il faut se rappeler d'un nouveau mot dièse. Il y a iWeek LSA pour la semaine Apple et il y aura maintenant iWeek LQI pour la quotidienne iWeek. Quand vous pourrez utiliser ce nouveau mot dièse, même commencer dès maintenant. Nous, on a commencé. C'est vrai, on avoue, on a commencé. Ellie, ça va être sympa le chat de lundi prochain. Le chat va être super parce que Spaces, c'est vraiment un moment de partage. C'est très interactif et on compte sur vous pour nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête et vous savez qu'on y répond toujours avec plaisir. Ces échanges-là, franchement, de tous ceux auxquels j'ai pu participer ont été super. Donc, je suis très impatient de faire le prochain avec vous. Alors ce changement qui concerne i5, cette évolution qui va aussi du coup créer un lien encore plus fort entre la semaine Apple, donc le podcast hebdo et le podcast quotidien, c'est l'une des nouvelles de ce début d'année. On travaille sur d'autres qu'on espère pouvoir partager avec vous très bientôt. Il y a une chose que je peux vous rappeler en tout cas dès maintenant, et c'est d'autant plus d'actualité que vous pouvez rejoindre la communauté iWeek en allant sur patreon.com/iWeek. Là aussi, on est en train de travailler tous ensemble à faire évoluer l'offre sur Patreon, l'offre pour cette communauté qui nous est très très chère. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller sur patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté iWeek. On aura plein de nouvelles à vous annoncer, on l'espère, très bientôt. Dans un instant, l'info de la semaine, c'est la keynote confirmée de la WWDC. À tout de suite. Bon, vous, je ne sais pas. Moi, j'avais un peu pris la date du 6 juin comme acquise depuis un bon bout de temps. Mais c'est important de le préciser, Apple a officiellement confirmé qu'il y aurait bien une keynote le 6 juin à 19h heure française. On peut déjà vous donner le rendez-vous du coup de notre iWeek Live à suivre en direct et avec nous dès 18h30, donc le lundi 6 juin. On parle en heure française évidemment. Cette keynote, elle a aussi un visuel qui est apparu il y a quelques heures. Alors là, moi, j'aimerais bien avoir d'abord votre description de ce visuel et puis votre interprétation du visuel et de son sous-titre. Qui veut me décrire ce visuel pour ceux qui ne sont pas sur la version vidéo sur YouTube, qui est dispo à partir du vendredi, je le rappelle. Alors, qui s'y colle? Faisez pas les timides.
Alors moi je l'ai devant les yeux. Alors on a cinq visages de profil reprenant les colorés comme les couleurs du logo d'Apple, rouge, jaune, vert, bleu et mauve. Ce sont des visages un peu comme des Memoji, différentes coiffures, etc. Il y a un des personnages, celui du milieu, qui a une paire de lunettes. Alors évidemment, on a envie de penser à tout un tas de choses dans la réalité mixte, virtuelle, tout ce qu'on veut. Peut-être que ce sera ça ou pas. Et puis, peut-être comme premier petit commentaire pour moi, donc c'est cinq visages, 5 personnages qui regardent tous dans la même direction. Alors déjà, certains pourront parler c'est la définition de l'amour, de regarder dans la même direction. Je ne sais pas si Apple parlera de ça, mais quand on parle de réalité virtuelle, on a tendance à décrire des usages où on est tout seul. Et là, c'est 5 personnages. Si on parle de réalité mixte, virtuelle, tout ce qu'on veut, avec 5 personnages, ça peut vouloir dire des usages qui sont plus... comment dirais-je, partagé entre les utilisateurs. Moi, c'est ça que je vois dans ce visuel. Ellie ? Bah écoute, pas mieux que mon camarade, sauf peut-être à rajouter, comme tu as dit tout à l'heure en introduction, on voit 5 personnes, dont une femme à lunettes. Donc je suis obligé, puisque mon ami François n'est pas là, de dire femme à lunettes, femme à lunettes. Voilà. Bon, t'étais pas obligé, non ? Non. Si, j'étais obligé. Mais sinon, pas mieux. Effectivement, réalité augmentée, virtuelle, collaborative. On attend beaucoup de cette keynote qu'Apple lance enfin ce GlassOS, si j'ose donner un nom en avance, et lance enfin ce top départ pour les développeurs pour qu'ils puissent commencer à travailler sur les applications destinées aux casques d'abord, et puis ensuite aux lunettes qui arriveront dans 1 ou 2 ans pour tout le monde, puisque le casque, je vous rappelle, c'est un produit très attendu, certes pour les professionnels, mais avec un prix entre 2000 et 3000 $, plus peut-être un abonnement, ça sera réservé quand même pas à l'ensemble des utilisateurs, alors que les lunettes, normalement, devraient être à moins de 500 $. Et du coup, c'est un peu comme une Apple Watch, quoi. C'est vraiment le nouveau produit Apple destiné à tous, mais pas cette année, malheureusement. Mais est-ce que les lunettes sur la jeune femme du milieu ont un sens, laissent espérer quelque chose, ou est-ce que vous pensez que c'est juste parce que les gens ont des lunettes et qu'il fallait que dans l'eau il y ait quelqu'un avec des lunettes, voilà. C'est une vraie bonne question parce que alors je me dis aussi que c'est un petit détail qu'on remarque, c'est des lunettes, ça fait des mois, des années qu'on parle de cette réalité mixte à la sauce Apple, qui serait peut-être, donc Ellie, tu faisais référence à un OS qui serait peut-être en fait ROS. On a souvent parlé de Reality OS. Ouais. Et donc on met des lunettes pour pas mettre un casque parce que ça se reconnaîtrait un peu trop, quoi, le casque. Moi, ce que j'ai hâte d'entendre, en fait, comme j'ai coutume de dire, c'est que j'ai hâte d'entendre l'histoire que va raconter Apple, en fait. C'est-à-dire que comment ils vont positionner ROS, le casque et éventuellement les lunettes après, pour quels usages, parce que c'est ça qu'Apple sait faire, raconter à quoi ça sert. Donc on devrait avoir, je suppose que ce serait le One More Thing que tu as évoqué au début d'émission, ce serait, voilà, on va vous présenter à quoi ça peut servir, comment on va pouvoir développer dessus, et voilà, ce serait pas du jeu, ce serait pas que des tableaux Excel comme aimerait faire Tim Cook avec son casque de réalité virtuelle, mais peut-être autre chose. J'ai cru comprendre qu'une des applis très utilisé sur les casques Oculus, c'était le sport, en fait. Et quand on est Apple et qu'on a Fitness Plus, imaginez avoir un coach spécifique, et donc avec un abonnement en plus, parce que Tim Cook, il aime bien les abonnements, un coach sportif dans son casque Apple, filmé dans les studios de Fitness Plus. Il y aurait des choses à raconter là, par exemple. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai hâte d'entendre l'histoire racontée par Apple autour de ces technologies de réalité virtuelle mixte et augmentée.
Alors, on reviendra évidemment longuement la semaine prochaine, donc dans le dernier épisode avant cette keynote, sur tout ce qui pourrait être annoncé. On aura évidemment fait la synthèse de toutes les rumeurs. Ce qu'on peut dire quand même à ce jour, c'est qu'on parle toujours de l'annonce de deux Mac, potentiellement, dont une mise à jour du MacBook Air. Tout ça est évidemment au conditionnel. Tu n'y crois pas, Ellie ? Non, toujours pas. Parce que c'est pas une machine, parce que c'est pas une machine pro et parce que c'est le M2. Oui. Et d'ailleurs, cette semaine, notre ami Frédéric Crassa était d'ailleurs d'accord avec moi là-dessus en disant non, il pourrait y avoir plusieurs pistes pour aller vers là, mais ça ne sera pas tout de suite. Bon, alors. Donc c'est plutôt pour la rentrée. Bon, alors on vous reparlera des Mac qui pourraient être annoncés jeudi prochain. Il y a évidemment la piste de ce casque. C'est intéressant d'ailleurs ton analyse, Fabrice, du visuel. Tu dis qu'Apple a fait figurer des lunettes parce que s'ils avaient mis un casque, ça aurait été trop évident. Oui, parce que tu as fait la remarque très juste. Apple est essayant d'être très inclusif. Sans faire de mauvais jeu de mots là, mais donc il y a donc des personnages de toutes les couleurs, et puis donc il y a plein de gens dans la vie, j'en suis un exemple, et il y a aussi qui portent des lunettes, donc du coup c'est pas, voilà, c'est normal d'avoir des gens qui ont des lunettes, voilà. Ouais. Alors on va rappeler quand même que cette WDC, elle est très particulière. Ça va être la première du genre parce qu'elle est vraiment hybride, c'est-à-dire que pour l'essentiel du commun des mortels et les millions de développeurs à travers le monde, ils pourront suivre la keynote et plusieurs autres événements en streaming. Il y aura aussi des développeurs sur place à l'Apple Park. Alors, sans doute un tout petit nombre, hein, quelques centaines probablement. Ils ont été tirés au sort après s'être inscrits, enfin avoir postulé pour y aller. Les protocoles anti-Covid ont été renforcés il y a quelques heures. Il faudra un test antigénique de moins de 24 heures pour pouvoir entrer et le masque FFP2 sera obligatoire à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, il fallait un test de moins de 3 jours et le masque était optionnel. Ça ne remet pas en cause, a priori, la partie présentielle de cette journée du 6 juin. Hein. Non, on a eu d'ailleurs plein de détails, puisqu'Apple a publié même un planning pour la journée. Ils accueillent les développeurs à partir de 7h du matin. Ils ont droit à un petit déjeuner, ce qui est sympa. Ensuite, ils assistent à la conférence qui est enregistrée, c'est bien précisé. Hein. Donc, il y aura probablement personne sur scène, à part peut-être quelqu'un pour leur dire bonjour, on va vous passer ci, ça. Mais voilà. Good morning. C'est ça. Peut-être que Tim viendra leur dire bonjour, hein. C'est pas exclu. Hein. Ouais, c'est pas exclu. Donc, suite à donc la keynote, ils auront la possibilité de déjeuner au Café Mac et de participer à une des 3 activités. Une qui est une visite des collines autour de l'Apple Park. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme activité ? Mais pas à Rome. Hein. Une visite du fitness center d'Apple. Attention, pour ceux qui aiment la gym, ils pourront visiter le fitness center. Ils pourront pas toucher, mais ils pourront visiter. C'est ça. Et puis voilà. Et donc, ils ont précisé qu'on ne pouvait pas s'inscrire à toutes les activités. Il faut choisir et les places sont limitées. Voilà. Ouais. Il y aura trois visites, 3 tours, hein, au sens touristique du terme. Ouais, au sens touristique, on c'est peut ça, s'inscrire pour faire un tour. Ouais, c'est ça. Rigolo. Hein. Ouais. C'est rigolo. Moi, je voulais m'inscrire à la visite des labos, mais apparemment, c'est pas prévu. Ça, c'est pas Le bureau de Tim Cook n'est pas visitable, non, il n'y a pas de visite prévue. Non, ça peut changer encore, hein, parce que tu faisais remarquer que les protocoles sanitaires avaient évolué et c'était durci un peu. C'est la preuve qu'ils ont bien fait, évidemment, de ne pas prévoir une WWDC comme d'habitude, enfin comme avant, où tout le monde était sur place, etc. C'est donc toujours pas possible. Et si jamais le nombre de cas Covid continue sa recrudescence, il peut y avoir d'autres changements. Hein. Malheureusement, c'est pas gravé dans le marbre, hein, tout ça. Ouais. Alors, on va rappeler quand même les rendez-vous du 6 pour le monde entier. Donc, la keynote, 10h du matin sur place, 19h heure française. Le 6 juin, toujours à 14h locale, donc ça fait 23h heure française, l'état de l'Union. Oui. C'est presque une deuxième keynote. Hein.
Oui, mais cette fois-ci très technique. Vous savez qu'aux États-Unis, tous les ans, tous les Américains connaissent ça, il y a un discours sur l'état de l'Union, c'est-à-dire que le président des États-Unis, devant les deux chambres réunies, explique quel est l'état de l'Union. D'ailleurs, généralement, il dit l'état de l'Union est fort. Donc ça, c'est toujours les premières paroles. Et ensuite, il explique pourquoi. Et donc, c'est une conférence qui fait le résumé, mais cette fois-ci pour les développeurs, donc cette fois-ci, c'est des infos techniques, sur l'état de l'art, donc l'état des développements de chacun des OS majeurs et des technologies qui vont être évoquées dans la semaine. Et à partir de cette conférence sur l'état de l'Union, les développeurs ont le choix, évidemment, de suivre ensuite les différentes conférences, parce que c'est impossible de les suivre toutes, mais on va bien leur expliquer, tel jour on va vous parler de ça, tel jour on va vous parler de ça, voilà le cursus à suivre si vous êtes plutôt dans la réalité augmentée, quel est le cursus à suivre si vous êtes plutôt dans les applications mobiles, etc. Et ils feront le point de qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Donc, en particulier les nouveaux OS et tout ça. Et puis le troisième événement du jour, en tout cas pour tout le monde, avant d'entrer dans le dur des ateliers, on va dire, ce sera à 17h heure locale, la cérémonie de remise des awards du design Apple. Là, on parle de trophées qui récompensent des apps. Oui. On est bien d'accord, hein. Absolument. Oui. C'est très prisé par les développeurs, ça. Évidemment, c'est un énorme boost après pour les ventes. Hein. Oui, c'est ça, t'imagines, hein, quand tu reçois un Apple Design Award, du coup, ça aide. Y a de quoi faire badaboum. Hein. Bon, un dernier mot pour féliciter les étudiants qui ont déjà été prévenus qu'ils ont été choisis et pour être lauréats du Swift Student Challenge. Alors, si j'ai bien compris, il y a un an d'inscription au programme développeur, plus les pins de la WDC et des fringues, sans doute un blouson, un sweatshirt, des t-shirts au logo de cette WWDC 2022. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le sujet. On en reparlera évidemment la semaine prochaine. Tout de suite, Pommes, le journal de la semaine. Ça aurait aussi pu être l'info de la semaine si on n'avait pas monopolisé le sujet avec la quotidienne iWeek qui arrive mardi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il se passe des choses très intéressantes du côté des Apple Store, une forme de contre-offensive qui semble un petit peu tomber à l'eau. Les salaires des employés des Apple Store vont augmenter de 10%. Ils vont passer pour les plus bas salaires de 20 à 22 $ de l'heure. Certains réclamaient 30 $, hein, notamment ceux qui poussent pour la création de syndicats dans 4 Apple Store désormais. Un quatrième, on va en parler. Je voulais avoir votre sentiment sur cette réaction d'Apple qui lâche un peu de lest. Est-ce que c'est un début d'aveu d'échec ou est-ce que c'est une manière d'essayer de calmer la contestation ? Je pense que c'est vraiment pour calmer la contestation et pour proposer un geste plutôt que de dire non, on reste tel quel. L'augmentation de 10% est quand même significative, mais il ne faut pas oublier que si on regarde par rapport à 2018, donc avant le Covid, en fait, ça fait une augmentation de 45%. Hein. Donc, ils ont fait quand même de gros efforts sur les salaires, c'est ce que dit le Washington Post. Et si on transcrit ça en salaire français, n'oubliez pas que ça veut dire que le SMIC Apple serait à 3050 $. Donc j'ai compté le nombre d'heures, hein, donc moyenne en France. Hein. J'ai fait une adaptation française, hein, donc j'ai fait comme s'il travaillait 35 heures, etc. Donc voilà, ça fait du 3000 $, hein, donc par mois, c'est quand même un bon SMIC. Hein. Ouais, je crois qu'on peut pas trop comparer les deux parce que le coût de la vie est pas du tout la même. C'est vrai. Et là, c'est vraiment le salaire minimum. Et puis, sur les stores, vous savez que ce n'est pas des semaines de 35 heures. Ils ont beaucoup de temps partiel, etc. Donc, non, ce n'est pas comparable, mais c'était juste histoire de donner un chiffre pour que les gens comprennent. Les ingénieurs d'Apple sont payés bien au-delà, hein, 3, 4 fois plus, voire même beaucoup plus que ça. Hein. Bien sûr. Mais un ingénieur aux États-Unis est vraiment très, 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 très bien payé. Là, on parle des gens qui accueillent dans les Apple Store, c'est vraiment des salaires de base, quoi.
Fabrice, est-ce que Deirdre O'Brien est en train de jouer un petit peu entre guillemets, sa tête en ce moment ? Non, je crois pas. Faut pas perdre de vue qu'on est donc on est aux États-Unis, donc faut essayer de regarder ça avec un œil moins français que d'habitude. Hein. La place des syndicats en France a déjà pas mal diminué par rapport à ce qu'elle était il y a quelques dizaines d'années. Mais ça existe beaucoup plus en France qu'aux États-Unis. Ça a déjà été montré plein de fois, et notamment par exemple par le documentariste Michael Moore dans plusieurs de ses films. Hein. Qui montre à quel point créer des syndicats aux États-Unis c'est compliqué. Donc tu as évoqué une vidéo où on entend Deirdre O'Brien. Donc c'est une vidéo diffusée dans un Apple Store, j'imagine, qui est donc à usage normalement uniquement des employés, qui en gros dit vous avez le droit de vous inscrire à un syndicat, mais vous avez aussi le droit de ne pas vous inscrire à un syndicat, et de raconter pourquoi ça peut être dommageable pour l'entreprise et pour les salariés d'adhérer à un syndicat. Donc on est là, si on regarde ça avec les yeux français, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, elle n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Alors elle a évidemment le droit, et puis on est vraiment dans le jeu de la négociation, du contrat à l'américaine, de le faire ou pas. La personne qui a posté cette vidéo pirate de la vidéo de Madame O'Brien, on entend des réactions dans la salle et de celui qui filme qui des fois qui pouffe un peu, quoi. Parce qu'un des arguments de O'Brien, c'est de dire si vous êtes syndiqué, on va avoir du mal à avancer aussi vite qu'on aimerait avancer pour faire des changements, notamment en votre faveur. Voilà. Donc, une entreprise américaine, globalement, n'a pas tellement envie d'avoir de syndicats. C'est le jeu de la négociation. Voilà. On est dans le monde du travail à l'américaine. Je pense pas qu'elle joue sa tête à ce niveau-là. Elle fait son boulot et tout le monde le comprend comme ça. Alors, un quatrième Apple Store est entre guillemets sous la menace de la création d'un syndicat. Ça se passe à Louisville, dans le Kentucky, et il y aurait à peu près 30% des salariés favorables à la création d'un syndicat. C'est pile le niveau requis pour pouvoir organiser une élection sur la création d'un syndicat. Mais comme apparemment c'est encore un petit peu juste, le groupe qui est à l'origine de cette démarche essaye de rallier davantage de salariés pour arriver à environ 70% avant de mettre en place un vote un petit peu officiel. C'est le quatrième Apple Store qui fait cette démarche. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'un mouvement plus vaste, ou est-ce que vous le voyez rester relativement cantonné à quelques points géographiques? C'est vraiment difficile à dire parce que j'ai envie de dire, alors ça va, ça vient, dans le contexte de... on entend des trucs qui sont très intéressants dans le contexte aussi de la grande démission de tous ces gens qui partent des entreprises, qui n'ont pas envie de retourner au bureau par exemple, et peut-être aussi dans les magasins. On voit ça en France, en Europe, les restaurateurs par exemple ont du mal à embaucher. Donc dans un contexte comme ça, les entreprises sont obligées de lâcher du lest pour conserver leurs salariés, ou en recruter d'autres pour les attirer. Donc on les attire avec en gros on gratte un peu du côté des syndicats. Si finalement il y a un syndicat, c'est pas grave, on va dire oui, et puis on va augmenter un peu les salaires pour qu'ils restent. J'ai même entendu parler, ça m'a scié, des entreprises qui commencent à offrir un nombre de jours de vacances illimités. Je n'ai aucune idée de comment ça marche, mais j'ai entendu ça sur France Info, qui racontait ça, voilà, il y a des sociétés qui offrent, et en France ça commence à venir, des jours de vacances illimités pour attirer des gens, sinon ils n'arrivent pas à embaucher. Voilà. Donc évidemment, il va y avoir ce genre de souplesse dans plein de domaines pour attirer des salariés. On en avait parlé, en fait, Reed Hastings avait été un des premiers à faire ça à Netflix, où Netflix insiste sur le fait d'avoir des vacances illimitées, et même les managers incitent les employés à prendre des vacances s'ils n'en prennent pas. Bon, pour des tas d'autres raisons, ça ne semble pas leur avoir
trop réussi vu le cours actuel de l'action Netflix, mais c'est pas lié à ça. Hein. Mais c'est une révolution qui est née en Californie et qui se propage en fait. Bon, on va suivre évidemment ce qui se passe dans les Apple Store. En attendant, on va quand même y rester dans les Apple Store avec une innovation au moment du paiement. C'est le Tap to Pay. Comment on peut traduire le Tap to Pay, Fabrice ? Paiement sans contact. Voilà. Oui. Merci. En fait, il y a un petit contact quand même, hein, puisque Oui, faut taper. Alors, le paiement sans contact, c'est comme la charge sans fil. Il y a quand même un contact et il y a quand même un fil. Oui. C'est ça. Bon, là, il se trouve que c'est 2 iPhones qu'on approche l'un de l'autre et le paiement va se faire directement. On n'a plus besoin de terminal de paiement. Alors, Apple profite en premier de cette technologie qui arrive dans iOS, mais l'idée, c'est que cette technologie, elle se répande dans le monde entier. Et l'idée, c'est de simplifier presque le parcours du client dans un magasin, presque, Elie, non ? Absolument. Apple insiste beaucoup là-dessus quand il nous parle du futur de nos magasins et des leurs. Alors, c'est pas aussi simple que dire, ça y est, j'ai tapé, n'importe quel iPhone peut être receveur. C'est-à-dire qu'Apple a mis la technologie dans iOS qui permet de faire ça, en NFC, sécurisé, etc. Mais il faut que côté magasin, il y ait un logiciel qui est l'équivalent d'un terminal, d'un TPE, qui accepte le paiement. Alors, il y a des gens qui se sont positionnés immédiatement dessus, comme Stripe, qui est une société qui est très très connue pour déjà les paiements électroniques. Il y a des gens qui regardent avec intérêt, comme PayPal, qui ne se sont pas encore totalement positionnés, mais qui regardent avec intérêt. Les néobanques, donc toutes ces banques Internet, toutes ces nouvelles banques, sont intéressées, et Apple est en train d'ailleurs de les approcher discrètement, parce que plus ils sont nombreux, évidemment, plus ça va se répandre. Et évidemment, les grandes banques, celles que tout le monde attend, mettront du temps à suivre Apple et à accepter cette solution. Rappelez-vous qu'Apple Pay a mis quand même un bon moment avant de s'installer en France, et que au départ, il n'y avait qu'une banque qui l'acceptait, c'était le groupe Crédit Agricole... Caisse d'épargne, je me trompe, et que les grandes banques du style Société Générale, BNP, ont mis 1 à 2 ans avant, parce que c'est des énormes institutions, il y a des process, il y a des validations, il y a des comités, il y a des sous-comités, donc, mais ça va se répandre parce que déjà Stripe, ils sont au niveau mondial, ils sont installés partout, on peut même acheter Avant, on pouvait acheter le terminal même sur Amazon. Dans certains cas, ils étaient offerts. Donc là, il suffira qu'ils fassent le logiciel qui était dans le terminal et qu'ils l'adaptent, et puis ça tourne, quoi. Au passage, ils prennent une petite commission quand même. Alors, voilà. Ouais. Eh oui. C'est bien tout le nerf de la guerre. C'est que un des soucis, un des retards, entre guillemets, des banques, c'est parce que les banques voudraient bien aussi mettre en place, proposent leur solution d'intermédiaire de paiement, leurs propres terminaux. Il y a de la concurrence. Alors, François avait évoqué... la petite boîte SumUp qu'on voit sur les marchés, hein, pour les commerçants indépendants. Ne pas avoir un terminal de paiement traditionnel qui coûte assez cher, c'est un vrai bonus. On a un petit terminal beaucoup moins cher, et donc le faire directement sur le téléphone. Donc ça peut donner aussi un avantage concurrentiel à Apple si le terminal c'est sur l'iPhone et que c'est pas encore prêt chez Samsung, chez Google, chez les autres. Du coup, un commerçant, il va changer de téléphone, il va prendre un iPhone pour faire ça, hein. S'il peut recevoir des paiements des autres iPhones, et puis peut-être, pourquoi pas, d'une carte bancaire classique, c'est de ça dont on parle quand même, hein. Il n'y a pas que les commissions et sous-commissions, hein. C'est plutôt les commissions. J'aimerais bien récupérer mon 0,02% sur chaque paiement, s'il te plaît. Donc ça va. Par contre, ça va donner aussi une nouvelle occasion à l'Europe de tenter un procès contre Apple, encore une fois en monopole, puisqu'ils vont être les premiers arrivés sur une solution qui va tourner sur l'iPhone avec du NFC. Ils vont dire il faut autoriser les autres. Ouais, les autres, ils n'ont qu'à venir, hein. Ouais. Qu'est-ce qui empêche Google de faire pareil ? Rien. Je vais vous expliquer dans mon dîner pourquoi. D'accord. On en reparle. Oui, donc cette nouvelle fonctionnalité Tap to Pay, qui effectivement se traduit très bien par le paiement sans contact, va être étendue dans le courant de l'année, sans doute aux US et potentiellement en Europe aussi assez vite, hein, Fabrice.
Oui, et c'est du coup, il me semble, la fonction principale de la mise à jour .1 que tu as évoqué tout à l'heure, qui justement commence à donner accès à cette fonction sur les appareils qui seront compatibles. Voilà, on va en reparler dans quelques minutes. Troisième news, vraiment c'est pour les citer, mais on en reparlera aussi. Le célèbre routeur Tradfri de Ikea, un routeur HomeKit dont François Le Truedic nous a souvent parlé. Il a désormais un successeur annoncé, il s'appellera Dirigera. Son arrivée est prévue au mois d'octobre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il intégrera le nouveau standard universel de domotique Matter dont on vous parle depuis des mois dans eWeek. C'est bien parce que ça commence à devenir concret, Matter, pour la rentrée. Oui, on avait déjà Yves qui a annoncé depuis le début que leur produit était déjà compatible. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que les autres qui ne l'étaient pas se rajoutent au standard, ce qui est le cas d'IKEA, c'est quelqu'un de très important, et on attend les autres grands fabricants de produits IoT. Voilà, donc on en reparlera très très vite de Matter. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour les rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, et la rumeur dit que au moins un des modèles d'iPhone 14 aurait 3 semaines de retard. Alors, est-ce que vous croyez d'abord que c'est un seul modèle ? Est-ce que ça peut être toute la gamme ? Et si ce retard ne pouvait pas se rattraper, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre ? Ellie ? Je pense qu'Apple va quand même lancer les iPhones au mois de septembre. J'espère que ce n'est qu'un seul modèle de la gamme, parce qu'ils ont déjà quand même un peu diversifié la production. Et j'ai lu quand même qu'Apple était extrêmement confiant sur le fait de faire un lancement normal. Alors peut-être une disponibilité d'un produit un peu après, ça c'est déjà vu, et qu'ils ont même prévu de vendre, ils donnent des chiffres incroyables, 220 millions d'iPhone en 2022. Donc on dit ça, c'est vite fait, mais waouh. Fabrice, est-ce que tu crois à un décalage du lancement, ou est-ce qu'Apple préférerait, dans le pire des cas, lancer avec très peu de quantité ? Je pense plutôt à cette deuxième possibilité. On annonce et puis ensuite les délais vont s'allonger probablement très vite. De toute façon, je pense qu'on n'y échappera pas. Pour l'anecdote, pour un client, j'ai commandé 2 MacBook Air pas plus tard que mercredi 25 et ils seront livrés le 7 juillet. Waouh. Entre le 25 mai et le 7 juillet, parce que au lieu de garder 8 Go de RAM, on est passé à 16. Et là, d'un seul coup, c'est voilà. Donc on est sur des délais monumentaux. Ce sera pareil pour l'iPhone 14. Alors du coup, les paris sont ouverts. Est-ce que ça va toucher un seul modèle ou pas ? Peut-être que ce serait le nouveau iPhone 14 Max, parce qu'il est nouveau par rapport. C'est celui qui est le plus nouveau. On rappelle que le mini va disparaître potentiellement pour être remplacé par un plus grand, mais je pense que de toute façon tous les modèles seront en quantité très limitée. Je pense qu'Apple va faire un effort sur les pros comme ils font habituellement, parce que c'est en plus là où ils gagnent le plus d'argent et c'est ce que le public veut. Rappelez-vous, à chaque fois, c'est les modèles pros qui sont immédiatement en rupture de stock, et surtout les gros modèles, les hauts de gamme. Et ensuite, les modèles, donc les 14 et 14 Max, arrivent dans un deuxième temps. Tous les fans voudront le 14 Pro et le 14 Pro Max. Et Apple le sait depuis longtemps, et donc c'est là où ils vont faire les efforts. Alors cet iPhone 14, en tout cas la gamme, peut-être que les modèles Pro d'ailleurs, pourraient être le premier ou les premiers à bénéficier de cette fonction qu'on a découverte sur l'Apple Watch, et qui permet d'avoir l'écran toujours allumé sans consommer d'énergie. Absolument. C'est ça sera réservé à la version Pro. Qu'il espère. Ça consomme quand même un petit peu d'énergie. On n'est pas sur de l'encre électronique. En revanche, l'idée, c'est d'avoir un écran dont le taux de rafraîchissement peut baisser jusqu'à 1 image par seconde, au lieu des 60 actuels sur les modèles, ou qui montent jusqu'à 120 pour ProMotion. Et donc, ça consomme énormément moins d'énergie, ce qui permet aux Apple Watch à partir de la série 5 de garder l'heure affichée en étant quand même un petit peu moins lumineux.
ça baisse la luminosité, bien sûr. et on conserve l'heure avec du coup la trotteuse qui peut changer toutes les secondes puisque c'est rafraîchi toutes les secondes. Il y a eu quelques smartphones Android qui ont eu ça pendant quelques temps, hein, qui permettent d'afficher l'heure. Comme ça, on n'a pas besoin de le toucher ou de le bouger pour voir l'heure, par exemple, ou quelques alertes, quelques notifications. C'est évidemment très pratique, ce serait pas mal. En tout cas, Ross Young, l'analyste qui est le grand spécialiste du marché des écrans, ne confirme pas que ça arrive sur l'iPhone 14, la gamme, mais il l'espère. C'est comme ça qu'il le dit sur Twitter. Autre rumeur, elle concerne cette fois le passage du Lightning à l'USB-C. On y revient parce que le Premier ministre vietnamien a effectué une visite à l'Apple Park la semaine dernière. Vous avez suivi ça dans i5. On sait que les AirPods Pro font partie des produits dont la production va être assez massivement transférée de la Chine vers le Vietnam. Et a priori, les AirPods Pro 2, qui sont donc prévus pour cet automne, resteront bien en Lightning. Oui, je pense qu'on en a parlé dans i5. La production et la conception étaient déjà très ou trop avancées pour faire marche arrière. Et puis, les AirPods Pro ne sont pas dans le viseur pour l'instant de l'Europe. Ce ne sont pas des terminaux donc, qui doivent passer en USB-C. Donc, ils peuvent prendre un tout petit peu de temps et ça sera pour la génération d'après, je pense. Un MacBook Pro sans aucune bordure autour de l'écran, c'est l'objectif d'un brevet qu'Apple a déposé sous le nom architecture hybride pour un écran sans bordure. Alors tu nous avais décrit le principe dans i5 Eli. Fabrice, est-ce qu'il y a un enjeu ? Il y a un enjeu qui est pour Apple de faire des Mac portables aussi beaux que ceux de Dell. Oh là là, je vais me faire taper dessus. Mais que dis-tu ? Blasphème. Tu as bu ? Non, mais dans la pratique, en fait, on parle d'écrans bord à bord pour les iPhones et c'est pas encore vraiment le cas. D'écrans bord à bord avec les MacBook Pro, c'est vraiment pas le cas. Dans ce domaine, Apple est un peu en retard. Est-ce que c'est vraiment un besoin ? Je n'en sais rien, mais on voit quand même, notamment donc sur les PC portables de chez Dell, il y a des écrans avec des bordures vraiment ultra fines. Ce qui allège beaucoup le design, ce qui quand même pourrait être intéressant sur des Mac aussi, quoi. Et donc du coup, voyant ça, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Ça, c'est le système des brevets qui m'échappe toujours. Il y a des fois des machines qui sortent, il y a 300 brevets dessus. J'ai toujours pas compris comment on pouvait faire autant de brevets sur tout un tas de trucs. Donc qu'ils arrivent à réduire un peu les bordures, je pense qu'ils seront pas les premiers, ils le feront bien, je suppose, mais ce serait une bonne façon de faire évoluer encore un peu le design, évidemment. Ouais. Et puis autre rumeur en termes de design, elle concerne l'Apple Watch, avec un vrai changement à venir si tout va bien. Et c'est presque une promesse pour la prochaine génération, à savoir la série 8 qui est attendue pour le mois de septembre. Alors, l'idée de la montre ronde, on en avait parlé dans i5, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce serait plutôt d'une réduction assez notable de l'épaisseur de la montre pour avoir une Apple Watch enfin plate. Alors, même question, est-ce qu'il y a un enjeu là, Eli ? Oui, parce que le design de l'Apple Watch n'a pas évolué depuis plusieurs générations et que, comme Apple, les capteurs dont on parle souvent dans iWeek ne sont pas encore prêts, ne sont pas au niveau où Apple voudrait qu'ils soient. Une façon de détourner l'attention, c'est de dire regardez, la montre elle est plate là, et du coup on ne parle pas des capteurs. Voilà. Pour toi, c'est ça l'idée. Pour l'instant, dans les rendus, on voit plutôt le dessus, donc ce serait le verre qui serait plus aplati, et puis le cadre aussi avec des bords plats. Donc en gros, faut se figurer les rumeurs dont on parlait l'année dernière déjà, en fait. Hein. Oui. Donc qui potentiellement en fait étaient des rumeurs un peu c'était sorti un peu trop tôt, ou peut-être que Apple finalement a pas réussi à le sortir aussitôt qu'ils auraient voulu et donc ils sont restés sur le modèle actuel.
Donc un verre dessus plus plat, des bords un peu plus plats. On voit pas encore dans les rendus en dessous. Pour que les capteurs fonctionnent quels qu'ils soient, il faut quand même qu'ils restent un petit peu bombés pour s'assurer d'un bon contact avec la peau au-dessous. Mais si ça pouvait permettre, mon disque est rayé, une montre un peu plus plate, moi je serais bien content. Ellie? Oui, il y a un point dont on avait parlé et qui pourrait sortir, c'est en fait la disparition de la couronne digitale, parce qu'elle prend de la place, et qui serait remplacée par un capteur, voire un capteur tactile. Ça, ce serait aussi une évolution symboliquement importante. Parce que la couronne digitale, c'était Johnny vraiment... Ive ne va pas être content. C'était une des signatures de la première Apple Watch. Merci pour votre regard sur ces rumeurs. Et c'est l'heure de passer aux mises à jour .1, comme on dit. Point. Comment tu dis, Ellie? Les points. Voilà. C'est, on dirait une chanson de Nougaro. Exactement. Bon, du coup, la longueur de cette séquence va être proportionnelle à l'intérêt de ces mises à jour, qui ont quand même le mérite d'exister. Alors, peut-être qu'on peut déjà dire quelles sont les mises à jour disponibles. Donc, il y a iOS et iPadOS 15.5.1, tvOS 15.5.1, HomePod 15.5.1. Je n'ai pas vu de mise à jour de macOS 12.4. Non. Et je ne crois pas non plus qu'il y ait de mise à jour pour l'Apple Watch. Non plus. Voilà, donc on a bien 4 mises à jour dispo. On parlait de l'arrivée du Tap to Pay, Fabrice. Donc il y a évidemment des nouveautés de ce côté-là. Quoi d'autre? Oui, alors en gros ça veut dire que les appareils compatibles avec cette fonction pourront l'utiliser, mais on ne sait pas encore quand du coup. Moi j'ai rien vu d'autre, la seule chose que je vois en regardant, parce que du coup je lance les mises à jour de mes HomePod en même temps, que la 15.5.1 pour les HomePod corrige un problème pouvant entraîner l'arrêt de la lecture de la musique après une courte période, ce qui est embêtant effectivement. Ouais. Ça ne m'est pas arrivé, mais donc voilà. Et pour tvOS, Apple TV pareil d'ailleurs, je crois. Ouais, je crois que voilà, ça doit être la même chose. La même correction de bugs. Donc c'est vraiment très très mineur, quoi, quand même. Voilà. Bon, on les fait? Oui. 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 Bon. Il y a aussi des petites mises à jour de sécurité, ça doit corriger des petites choses. Voilà. Donc allez-y, faites-les. Il y en a une par semaine en ce moment, c'est pas très grave. Rappelons que la 15.5 était vraiment importante, parce que je me rappelle de ça, Ellie parle des problèmes de sécurité. Là, il y avait une liste longue comme le bras de corrections de sécurité. Si vous n'avez pas encore fait 15.5, allez-y très très vite, n'hésitez plus. Le dîner d'Ellie, entrée, plat, dessert, pour pas cher il paraît en plus, Ellie. Oh bah écoute, pouvoir d'achat oblige. Voilà, c'est ça. Pas d'inflation chez toi. Si. Le menu reste au même prix. Bah du coup, on va se taper la cloche, Ellie, avec toi, et on commence par l'entrée. Alors c'est quoi le programme? Alors en entrée, je vous fais voyager loin, puisqu'en fait, on va aller jusqu'au Japon. Alors pourquoi jusqu'au Japon? Eh bien tout simplement parce que, figurez-vous qu'Apple Maps a rajouté encore une ville en AR, mais au Japon. Alors, vous savez qu'il y a un certain nombre de villes et de pays qui bénéficient depuis maintenant un an de ces maps améliorées. Et ils ont rajouté en cours d'année, puisque les maps sont améliorées, la possibilité de faire des visites en AR, comme fait Google Maps déjà aussi depuis un petit moment. Donc Apple a rajouté une nouvelle ville et ils font des démonstrations, c'est très joli. Mais c'est au Japon, donc bon, j'ai pas eu le temps d'y aller pour tester pour vous, mais j'ai vu les photos et c'est assez sympathique parce qu'en fait vous arrivez dans une ville, en particulier au Japon, c'est peut-être plus compliqué si vous parlez pas la langue, donc vous levez votre iPhone, le fait de lever l'iPhone déclenche le mode AR, donc vous scannez les bâtiments qui sont autour de vous, donc vous prenez votre iPhone comme ça, vous scannez les bâtiments et ça déclenche immédiatement le mode AR et là vous avez des flèches qui vous indiquent où aller ou qui vous indiquent des choses intéressantes, importantes que vous ne devez pas rater, etc. Donc c'est super, on aimerait beaucoup que ça arrive en Europe, donc non seulement les cartes améliorées, mais le mode AR, on adorerait avoir ça sur Apple Maps, donc Apple, si tu nous entends. Mais oui. Voilà. On a hâte. On passe au plat de résistance ?
Oui, et le plat de résistance, c'est assez sympa parce qu'en fait, figurez-vous qu'il y a donc un journaliste américain qui était présent à Google I.O., hein, donc 2022, il y a pas longtemps. Donc c'est la grande messe, c'est la WWDC de chez Google. Et il était là, et puis il s'ennuyait un peu. Il disait, mais j'ai l'impression du déjà vu, j'ai l'impression que c'est pas très nouveau, qu'est-ce qui se passe, etc. Du coup, ça l'a un peu énervé, et il s'est mis à faire une recherche, et il a conclu, je vous donne la conclusion d'abord, et ensuite je vous l'explique, que Google a arrêté tous ses efforts de recherche et développement, et qu'il se contente de regarder ce que fait Apple et de le copier. Bon, on savait déjà que Samsung faisait ça depuis un moment, mais il paraît que Google s'y met aussi, et qu'en plus, ils ont 6 ans de retard. 6 ans de retard. Pourquoi ? Alors, j'ai la liste, hein, c'est assez intéressant, hein, vous pouvez vérifier après. Ils commencent par les Pixel Buds Pro, et ils disent, Apple a sorti les AirPods en 2019, donc 4 années avant Google. Bon. Pixel Phone, Apple a sorti son premier iPhone en 2007, Google a sorti le Pixel Phone en 2013. Donc, 7 ans. La Watch, 8 ans avant Google. La tablette, Apple a sorti son iPad en 2010, comme vous le savez tous. Et Google, 13 ans de retard sur les tablettes. Et ils finissent par les AirGlass, mais ils disent, pour l'instant, Apple ne les a pas sortis. Google il y a longtemps. Hein. Lui, il parle de la Pixel tablette. C'était déjà Google. Hein. C'était avec LG, je crois, pour les écrans. Mais non, ça vous dit rien, Nexus ? Ah si, c'était avant les Pixels, c'était les téléphones Google, c'était les Nexus. Il y avait des tablettes. Non, mais là, on parle des tablettes. Ah oui, mais c'est les tablettes d'aujourd'hui, ça. Mais oui. Il y avait la tablette Nexus 7 qui était pour l'époque, elle était formidable, j'en ai une, elle était très très bien. Bon, sur la tablette, voilà. Ok, on prend, justement c'est fait pour ça, c'est pour que vous puissiez... Il y a un petit peu de mauvaise foi, quoi, hein, soyons clairs. Ouais. C'est pas moi. Et la liste n'est pas finie, alors. Non, si, là c'est bon. Donc sur ces produits-là, il a pris 5 produits qu'il considère iconiques, et donc il a fait la somme 4 plus 7 plus 8 plus 13... plus 0 pour les lunettes, puisqu'Apple n'en a pas sorti, divisé par 5. Oui, parce que les lunettes, Apple n'en a pas sorti. Hein. Donc, ça donne 6 ans. Bon, voilà, c'est juste comme ça. J'ai trouvé ça rigolo. Donc, pas mal. Il s'ennuyait, il a eu le temps de faire les calculs, c'est bien. Oui, il a surtout été déçu, il s'est peut-être payé le voyage pour aller jusqu'à Google I.O., mais je pense que c'était pas en présentiel non plus. Donc, ça se justifie même. Ah, si. Alors. Ils étaient en plein air dans l'amphithéâtre de Mountain View et c'était blindé. Justement. Donc, alors peut-être justement il était déçu de ne pas avoir été ébloui par les innovations et du coup il s'est mis à calculer des trucs. C'est marrant d'ailleurs parce que Google I.O. était en public, en plein air et c'était blindé comme il y a 3 ans. D'ailleurs, Sundar Pichai a dit plusieurs fois à quel point ils étaient heureux de ce retour comme il y a 3 ans. Donc ça faisait vraiment bizarre. En revanche, Chauffeur Build, la conférence de Microsoft, elle est totalement online, si je ne me trompe pas. J'ai pas du tout vu de présentiel. Je crois pas qu'il y ait de présentiel, je crois que tu as raison, oui. Et Apple, entre les deux, essentiellement hybride, mais quand même avec une première journée, avec une petite partie des développeurs présents. Adobe est aussi en virtuel, parce qu'il y a le Adobe Connect là bientôt, je crois. Donc c'est marrant de voir comment chaque géant de la tech réagit à l'évolution de la situation. Et un petit dessert, vous voulez un petit dessert ? Avec grand plaisir. Tiens, je termine mon café, tiens. Voilà. Allez, un petit dessert light. Alors figurez-vous que on a beaucoup critiqué, vous parlez de Google, donc on a beaucoup critiqué Google, certains ont critiqué Google en disant oui mais il y a des trackers, mais dès que vous faites une recherche sur Google, on sait tout de vous, etc. etc. Apple a d'ailleurs bloqué un certain nombre de choses, comme vous le savez, depuis iOS 14, et beaucoup de personnes se sont tournées, pas que pour ça, mais se sont tournées vers des moteurs de recherche alternatifs. Un des plus populaires, c'est DuckDuckGo. Et DuckDuckGo, il communique depuis le début en disant utilisez-nous parce que nous, on bloque les trackers. Donc comme ça, vous n'êtes pas traqué quand vous faites une recherche, quelle qu'elle soit, à travers nous. Sauf que un chercheur en sécurité s'est rendu compte que oui, c'est vrai, il y a de la confidentialité pour plein de choses, sauf pour Microsoft et toutes ses filiales.
Et donc, il a levé la main, il a dit... C'est embêtant. Oui, messieurs, comment ça fait-il que là je suis traqué par Microsoft et donc LinkedIn et bon, tout ce qui dépend de Microsoft. Et ils ont eu un peu de mal, il y a eu une sorte de prise de bec, mais ils ont été obligés de reconnaître, ils ont cherché en fait une excuse qui n'en est pas une, ils ont dit oui, c'est vrai, mais c'est parce que Microsoft, on a un accord publicitaire avec eux. Bon, la mauvaise excuse, quoi. Oh là là. C'est nul. Donc, c'est la seule justification qu'ils ont trouvée, c'est non, Microsoft, on les laisse vous traquer parce qu'ils font de la pub chez nous. Fabrice, alors je me tourne vers toi parce que je sais que tu es sensible au sujet et on en avait parlé ensemble dans High Five. Oui. Alors je pense qu'il faut moduler un petit peu. Déjà rappeler que DuckDuckGo donc est un moteur de recherche d'abord, et puis ils font aussi des applications dont on pourrait parler, mais qui s'appuie de toute façon sur Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Donc on imagine assez aisément que non seulement DuckDuckGo doit payer quelque chose à Microsoft, et qu'il y a des termes et usages des conditions d'utilisation à respecter que Microsoft a fait signer à DuckDuckGo. Et ensuite, une autre réponse que DuckDuckGo a faite après, c'est de dire en même temps, rappelez-vous que on essaye d'effacer tous les traceurs, tous les espions. On n'y arrive pas, personne n'y arrive, parce que ce marché des trackers, traceurs évolue tout le temps. Donc c'est toujours un jeu de chat à la souris comme d'habitude, très très rapide, qui évolue tout le temps. Moi, ça me choque pas tellement qu'une boîte qui a un contrat d'utilisation de Bing, donc de Microsoft, soit obligée de suivre un petit peu ce que dit Microsoft. Microsoft est une grosse boîte, et Microsoft fait aussi un peu comme Google, de manière beaucoup moins quand même appuyée, mais Microsoft est aussi une boîte de publicité en partie, comme Google l'est, et Microsoft a même racheté une boîte qui s'appelle Xandr, Xandr si je ne m'abuse, qui est une grosse une boîte de vente de publicité comme Google peut avoir, etc. Donc ça me paraît intéressant. Et pour faire la remarque, compléter là-dessus, on parlait des applications. DuckDuckGo fait son propre navigateur internet disponible sur Android et sur iOS. Il y a même maintenant une bêta sur Mac, et fait aussi des extensions qu'on peut installer sur son navigateur, qui va essayer de bloquer les trackers et aussi donner par exemple une note. Et alors du coup moi je l'ai installé, donc moi j'utilise Firefox, j'ai installé le module l'extension DuckDuckGo sur Firefox, et je suis allé sur le site de Microsoft avec. Et donc, l'extension DuckDuckGo donne au site de Microsoft.com une note de C+, donc c'est pas terrible, en faisant remarquer que les pratiques de protection de la vie privée sont pauvres. Voilà. Donc DuckDuckGo n'est pas quand même totalement vendu à Microsoft. Je crois pas. Je pense qu'il faut pas aller trop loin non plus dans le drame. Non, c'est pas ce que je dis, hein, évidemment. Mais ce qui était intéressant, c'est la réponse qui a été faite sur les réseaux sociaux était un peu maladroite, on va dire, et surtout ce qu'on lui a reproché, donc à la personne qui a répondu ça, c'est que juste avant, DuckDuckGo avait fait une attaque, qui est d'ailleurs décrite dans l'article, hein, que vous pouvez lire, contre Google, en disant mais oui, eux ils abusent de la sécurité, nanana, les trackers, et il l'avait fait une semaine, même pas une semaine avant que ce chercheur de sécurité. Donc c'est le timing dans l'histoire qui m'a semblé drôle. Voilà, c'était un petit dessert léger, voilà. Fabrice, tu voulais rajouter Oui, juste pour compléter, je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut vraiment faire très attention. Moi, je fais un parallèle avec ce que je reproche très souvent à Apple, hein, c'est-à-dire d'insister et d'être... Alors, j'ai pas envie de dire que DuckDuckGo est arrogant, mais quand on dit on est parfait quand on fait quelque chose, comme souvent Apple le dit, et qu'on ne l'est pas, on s'en prend plein la gueule, et c'est normal, quoi. Voilà, donc c'est ce que tu fais remarquer, Ellie. On fait une remarque, tiens, Google, ils sont pas forts, ils sont pas beaux, et puis on te prend la main dans le pot de confiture, c'est pas terrible, quoi. Sauf que là, c'est quand même leur message ADN depuis le début, quoi. Donc c'est très délicat.
C'est très délicat, voilà. Donc ils auraient dû être clairs dès le début en disant, oui. sauf pour certains trucs. Ils assurent d'ailleurs que quand on fait des recherches sur DuckDuckGo, on n'est pas, ça reste anonyme. Donc il y a un certain nombre de trackers liés aux entités de Microsoft, mais ça reste anonyme. Donc on est quand même très très loin, me semble-t-il, de ce que fait Google en termes de suivi. Merci Ellie pour ce dîner excellent. On a bien voyagé, c'était merveilleux. Merci, à la semaine prochaine pour ton retour devant les fourneaux. On se retrouve dans 3 secondes pour le tuto audio. Je vais vous expliquer comment paramétrer le mode SOS sur votre iPhone. À tout de suite. Le tuto audio, comment paramétrer le mode SOS sur votre iPhone. Et oui, votre iPhone est capable d'appeler les services de secours ou la personne de votre choix grâce à un raccourci qui a déjà sauvé plusieurs vies, comme dans le cas de cet homme tombé dans une crevasse ou pour cette femme qui était menacée de viol par un VTC. Si vous appuyez sur le bouton latéral et sur l'un des boutons de volume et que vous les maintenez enfoncés, au bout de quelques instants apparaît la commande pour éteindre votre iPhone, ainsi que l'accès à votre fiche médicale, un outil précieux pour les services de secours en cas d'accident, et le fameux bouton SOS appel d'urgence. Il suffit alors de faire glisser le bouton SOS sur fond rouge vers la droite pour lancer cet appel d'urgence, un appel automatique paramétrable dans les réglages, en allant donc dans Réglages, puis dans SOS appel d'urgence. Alors le premier réglage sur lequel vous tombez, c'est l'appel par maintien. Il est activé par défaut. Ça veut dire que si vous maintenez enfoncé le bouton latéral et l'un des boutons de volume, une fois que le bouton SOS est apparu, un compte à rebours démarrera ainsi qu'une alerte, et à la fin de ce compte à rebours, l'iPhone appellera les secours. Ça vous évite en gros d'avoir à faire glisser le bouton SOS, vous maintenez juste les boutons enfoncés et vous irez jusqu'à la fin du processus, et donc à cet appel d'urgence. Quand on parle des secours, alors c'est à vous de choisir qui votre téléphone va appeler. Ça peut être le 112 si vous le paramétrez, ou alors ça peut être un ou plusieurs proches, des contacts que vous pouvez modifier en suivant le lien qui conduit vers l'appli santé. Alors il existe une deuxième manière de lancer un appel d'urgence. Cette fois, c'est en appuyant rapidement 5 fois sur le bouton latéral. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Le compte à rebours et l'alerte démarrent immédiatement, et à la fin du compte à rebours, l'appel est lancé. Dans ce cas-là, l'option n'est pas activée par défaut dans les réglages, et donc si vous voulez pouvoir l'utiliser, il faut donc faire basculer le bouton et le passer sur la couleur verte. Voilà, c'est vraiment important de prendre 1 minute pour vérifier ces réglages, en espérant bien sûr que vous n'aurez jamais à vous en servir. Et ce mode SOS, on peut rappeler, même si c'est assez évident, qu'il existe aussi sur l'Apple Watch, Fabrice. Oui, absolument. Il existe sur l'Apple Watch. Je suis en train, pendant que je vous parle, d'essayer de le mettre en route, et alors j'y arrive pas, ça va pas du tout. Et du coup, je viens de redémarrer ma montre. Alors du coup, si j'étais en danger vraiment, alors, il faudrait que j'attende 2 minutes. Oh là là, quelle horreur. Alors on a côte à côte Tom Cruise et Jérôme Bonaldi. Je voulais présenter les deux. Voilà. Donc, je ne vous dis pas qui est Tom Cruise. Tu vas me confirmer ça, Tom Cruise, que si tu appuies longtemps sur le bouton plat de la montre, ça va lancer les SOS. En fait, j'ai appuyé sur les 2 boutons en même temps et j'aurais pas dû. Oui, si tu laisses appuyer, en fait, tu peux soit éteindre la montre, soit faire apparaître la fiche médicale, soit faire l'appel d'urgence. Si tu laisses appuyer, ça lance l'appel d'urgence. En cas de chute, ça lance aussi l'appel d'urgence. Donc, je ne l'ai pas fait parce que je veux pas voir débarquer le SAMU. Bien sûr, mais rappelle-nous sur quoi il faut appuyer, Ellie, sur l'Apple Watch. En fait, sur le bouton d'en bas, et il faut le laisser appuyer. Donc pas sur la commande digitale, le bouton plat, pardon, oui. Ouais. Voilà. Non, je dis ça parce que moi, mon bouton plat, il est en haut, donc c'est... Ah oui, parce que... T'es gaucher Non, mais j'utilise l'Apple Watch de manière inversée, avec la couronne numérique de l'autre côté, pas du côté de la main, mais de l'autre côté. Pourquoi pas Oui. Il faut tout pour faire un monde, hein.
Eh bien oui, mais on est plein à être comme ça, figure-toi. Ça a un intérêt vraiment... ça a un vrai intérêt, c'est que quand si on plie, on fait quelque chose avec la main, et donc on plie le poignet, on peut, quand on porte la montre de manière traditionnelle, appuyer sur le bouton si on la porte proche de la main. Voilà. Ça arrive. Et alors ça évite ça. Et puis sur les anciennes versions... Donc tu la mets à l'envers en fait par rapport au commun des mortels. C'est ça, voilà. Mais d'accord. C'est prévu dans le soft, donc ça en fait pivoter l'écran et c'est prévu, voilà. Ah ouais. Et sur les montres jusqu'à la série 3 que je porte encore, du coup, c'était aussi intéressant pour que le micro soit du bon côté. Parce que le micro était de l'autre côté des boutons, ce qui n'est plus le cas à partir de la série 4. C'est ça. Moi, je crois que c'est une secte. Ils se reconnaissent entre eux, ils regardent la montre et disent... Exactement. Il y a ceux qui ont le bouton avec le point rouge dessus et ceux qui portent à l'envers. Bon, merci. Tu vois, je te pose une question a priori, tu vois, sans intérêt, et on apprend des choses sur toi. C'est formidable. Ouais, exactement. Allez, on passe au coup de cœur de la semaine. Nos coups de cœur cette semaine, on va commencer avec toi, Ellie. Tu as eu du mal à sortir de la salle, je le sais. Mais oui, mon coup de cœur de la semaine, bien sûr, c'est la suite de ça. Donc, et tu nous montres le DVD de Top Gun. Number one. Avec effectivement Tom Cruise. C'est assez marrant parce que quand on a regardé les deux, j'ai re-regardé le 1 avant d'aller voir le 2. Hein. Donc on se rend compte... alors le film déjà est merveilleux, je vais essayer de ne pas être long. Le film est merveilleux, pourquoi ? Parce que le premier, il l'avait fait dans des conditions difficiles, sans vraiment l'appui de l'armée américaine, qui n'y croyait pas beaucoup, avec peu de moyens. Ils avaient été... Alors, c'était au début du projet. Ils avaient même été obligés de piquer des séances de vol et d'avion qui n'étaient pas officielles. Ils n'avaient pas pu tourner. Mais le film a eu un succès incroyable et ça a multiplié par 500. Ils ont eu du 500% le nombre de recrutements. Donc du coup, pour le deuxième volet, ils avaient l'appui absolu de toutes les branches de l'armée américaine. Il y a même, sans spoiler pour ceux qui l'ont regardé, il y a même dans la séquence de démarrage des avions qui ne sont pas être censés dans un porte-avions, mais qui y sont quand même. Ils ont fait le catalogue de l'armée. Voilà les modèles du jour. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu le making-of du 1. Il y a cette histoire incroyable. Effectivement, tu as raison. L'armée a aidé un peu, mais pas complètement. Et il raconte cette histoire où un jour, Tony Scott, donc le metteur en scène du 1, qui est mort malheureusement il y a quelques années, avait besoin, par rapport à l'orientation du porte-avions au lever du soleil, qu'il soit dans un axe. Et le capitaine du porte-avions voulait pas. Voilà. Et donc il est allé le voir, ils étaient sur le porte-avions, il lui a dit, bon, combien ça coûte de louer un porte-avions? Alors le capitaine lui a dit, je sais pas, personne ne m'a jamais demandé. Et donc il lui dit, $5 000 la minute. Il lui a fait un chèque de $25 000. Il dit, je vous loue votre porte-avions 5 minutes et vous me le mettez dans l'axe. Waouh. Ah, ça, je savais pas. Ah, ça, je savais pas non plus. Et donc, il a eu son plan. Et si c'était juste pour un plan... Et je crois que le capitaine n'a jamais encaissé le chèque. Ah, bah oui. Ou l'armée n'a jamais encaissé le chèque. Ouais, sinon il aurait eu des problèmes. Par contre, j'aurais pu comprendre, parce que vous savez que pour faire décoller les avions, il faut être dans une certaine position. Le porte-avions ne peut pas se mettre face au soleil. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut être face au vent, surtout. Ouais, c'est ça. Pour ça. Donc, mais sinon, le film est super. Les effets spéciaux, ils ont évidemment, en 30 ans, ils ont fait des progrès qui sont incroyables. Donc, moi, je me suis amusé. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il paraît que tout est vrai. Oui, enfin, il y a forcément des effets spéciaux. Les combats tels qu'ils sont, il y a eu un peu de CGI, c'est pas possible autrement. Regardez-le bien. On voit beaucoup de choses et c'est vraiment très spectaculaire. Et bon, je me suis amusé comme un petit fou. Il y a évidemment plein d'allusions au premier, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir vu le premier avant de voir le deuxième. Et c'est assez rigolo parce que malgré... C'est 30 ans entre les deux films. Et c'est de 86. Écoute, Tom Cruise a l'air quand même... Bon, il a forcément... Mais il a l'air jeune dans le film. Alors on voit dans certains plans un tout petit peu autour des yeux quelques ridulettes, mais
honnêtement, très sportif dans les séances de volleyball plage qui sont indispensables à tout film avec les aviateurs. Sinon, le public féminin est perdu. Hein, donc, mais il y a que des femmes qui vont pour ça, hein, mais c'est comme ça. Mais sinon, pour le reste, écoute, il a l'air tout à fait en forme, ce garçon. Hein, donc, bravo à lui. Je sais pas quel régime il suit, mais... Bon, en tout cas, à Cannes, il était effectivement au top, Tom Cruise, là, cette semaine. Et moi, j'y vais samedi en 4DX voir Top Gun Mavericks. Donc, je vous raconterai. Ce sera sans doute mon coup de cœur de la semaine prochaine aussi. Fabrice, ton coup de cœur à toi, plus rien à voir. On change de sujet. Ah, on change de sujet. On revient à, vraiment sur quelque chose de très terre à terre. Un outil de sécurité, donc un gestionnaire de mots de passe que j'utilise depuis des années et qui est sorti en version 8 sur Mac enfin. Donc, c'est 1Password. Je dis enfin parce que 1Password a été d'abord créé pour le Mac. C'est un des quelques grands dans le domaine de la gestion des mots de passe. Donc, c'est pour rappeler ce que c'est, on confie ses mots de passe à ce genre de solution. On n'a plus donc qu'un seul mot de passe à se rappeler, c'est celui qui ouvre le coffre-fort qui contient tous les autres mots de passe. Et donc la société canadienne qui s'appelle Agile Bits, qui fait 1Password, a beaucoup grandi, et donc du coup a d'abord maintenant développé pour Windows, et la version 8 de 1Password est arrivée sur Mac. Il y a des vrais progrès en termes de rapidité, en termes d'interface qui a été rajeunie. Ça permet aussi de faire comme sur iPhone par exemple, de remplir des mots de passe dans des applications et pas seulement dans des navigateurs internet. Quand on est un petit peu utilisateur, un peu comme moi depuis longtemps, il y a des raccourcis clavier qui sont super pratiques pour remplir automatiquement l'identifiant, le mot de passe, le code, le deuxième code d'identification. Voilà. Pour rappel, il y a autre nouveauté. Alors ça, il y en a certains qui sont pas contents de ça. On ne peut plus maintenant l'utiliser qu'avec un abonnement. On ne peut plus stocker ses mots de passe dans Dropbox ou uniquement sur son Mac, etc. Il y a un abonnement quand on veut toutes les fonctions. Moi, j'avais déjà l'abonnement. Je trouve ça super pratique, très rassurant. Ça permet de s'assurer de la synchronisation de ses mots de passe entre toutes ces machines, ses Mac, ses téléphones, Windows, tout ce qu'on veut. Voilà. Et moi, je l'utilise aussi. Alors, il y a plusieurs choses. En famille, on a chacun un compte, en fait, et on peut se partager certains mots de passe. Et du coup, je l'utilise aussi chez et avec mes clients pour gérer tout un tas de mots de passe. Voilà. C'est un truc qui est très très sûr, très reconnu et très efficace. 1Password version 8 pour Mac. Ellie ? Juste un petit mot pour dire que l'App Store Apple sont en retard, puisque je viens de regarder et ils sont toujours à la version 7. Donc, oui, bon, sur l'App Store, c'est pas encore disponible. La version 8 n'est disponible qu'en téléchargement classique, traditionnel sur Mac pour l'installer, effectivement. D'accord. Ça va arriver. Merci pour cette précision, Ellie et Fabrice. Et moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est le Rodecaster Pro. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cet appareil qui ressemble à une table de mixage. En fait, c'est, on va dire, la table de mixage et l'enregistreur vedette des podcasters. Il permet de tout faire, de brancher 4 micros, d'intégrer un correspondant qu'on appelle via un Skype ou un Zoom, etc. Donc via un téléphone portable, via un iPhone notamment ou une tablette. Il y a des pads, des gros boutons de couleur qu'on peut associer à des jingles, etc. Donc on peut, entre guillemets, lancer l'habillage en temps réel pendant qu'on enregistre un épisode. On peut enregistrer directement sur le Rodecaster Pro 2. On peut désormais aussi faire du montage directement depuis la console. Donc on n'a pas forcément besoin, pour des trucs, j'imagine, quand même assez simples, de passer par le Mac, etc. Voilà, il y a à l'intérieur une électronique de super bonne qualité, des préamplis pour les micros, des éléments de traitement du signal pour que le son soit vraiment nickel. Donc c'est vraiment un tout en un assez épatant. Assez qui compact, est donc, hein.
Ouais, c'est assez compact aussi. Ouais, c'est assez compact. C'est donc la deuxième génération de cette table de mixage, hein, si on résume comme ça, qui était sortie il y a 2 ans à peu près, comme ça à vue de nez, qui a eu un très très gros succès, qui a longtemps été en rupture de stock. Et donc cette V2 arrive courant du mois de juin. On la trouvera a priori exclusivement en France chez Miss Numérique, où elle est annoncée au prix de 819,90 €. Voilà pour ce Rodecaster Pro 2. C'est la fin de cet épisode 92 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Je vous rappelle patreon.com/iWeek. Devenez membre de la communauté tout en soutenant votre podcast préféré. On est en train de finaliser de nouveaux avantages et une refonte en profondeur du Patreon. C'est une vraie réflexion de toute l'équipe et c'est vraiment chouette d'y travailler tous ensemble. Twitter @iWeekNews, très important de nous suivre, ne serait-ce que parce que lundi prochain, on vous communiquera le lien du Twitter Space, ce chat audio live auquel on vous invite à participer. Ce sera donc lundi 30 mai 18h pour échanger avec nous à propos de la transformation d'i5 en la quotidienne iWeek, du passage du payant au gratuit, c'est quand même assez majeur en ce qui nous concerne, et puis on sera donc à 7 jours de la keynote de la WWDC et elle sera aussi au programme, donc plein de sujets à discuter avec vous, venez nombreux. Et puis prenez la parole, l'idée c'est vraiment qu'on soit dans un dialogue, on n'a pas du tout envie d'être en mode conférence, on veut vraiment avoir votre sentiment, faire votre connaissance aussi et puis discuter avec vous. Et en ce qui concerne iWeek, la semaine Apple, rendez-vous jeudi prochain, on sera donc le 2 juin pour l'épisode 93 et le 2 juin, si vous avez des ados qui ont passé le bac, et ce sera juste après le verdict de Parcoursup. Alors on espère que vous serez détendus, que vous aurez eu de bonnes nouvelles et que vous passerez votre fin de semaine avec nous. Salut à tous, passez une très très belle soirée, journée, fin de semaine, week-end, pont et on vous embrasse. À la semaine prochaine, bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine, salut à toutes et à tous.